pour commencer, je voudrais accueillir, j'allais dire, le meilleur économiste de France. Je ne sais pas, Nicolas, si tu termineras à Matignon. Ça a été le cas de Raymond Barre, mais c'est vraiment le meilleur économiste de France, Nicolas Bouzou, parce qu'il a, sur les questions de l'économie, du progrès technique, de l'évolution de la société, un regard précis, un regard global. Nicolas, si tu veux bien me rejoindre. Tu as participé, Nicolas, à ce travail. 10 ans de mutation, c'est un petit ouvrage, j'aurai l'occasion de le redire, que vous pouvez acquérir à l'entrée. C'est un travail important avec des données multiples, travail d'analyse, mais on va commencer par peut-être le point de vue d'un économiste. La troisième révolution industrielle, quelles sont ses conséquences pour le transport routier de marchandises? Je te laisse, Nicolas, choisir le lieu où tu souhaites intervenir. Il y a le pupitre. Allez, c'est parti pour 25 minutes. Alors, il y a un mot que tu as employé à plusieurs reprises, et ça m'a fait très plaisir, parce que c'est un mot qu'on n'entend pas énormément en France, c'est le mot progrès. Et c'est vrai que ce mot, vous ne l'entendrez pas beaucoup. On parle beaucoup d'innovation, et d'ailleurs, honnêtement, 90% des congrès du type de celui auquel vous participez aujourd'hui portent sur l'innovation, ou la transformation, ou la mutation. Alors, ce sont des sujets très importants, ce sont même sans doute les sujets les plus importants du moment. Simplement, ce qu'il faut absolument que l'on fasse comprendre à nos concitoyens, c'est que l'innovation doit servir à quelque chose. La transformation doit servir à quelque chose. La mutation doit servir à quelque chose. Il faut redonner un sens à tout ça. Et ce sens, c'est le progrès. Et le progrès, on le trouve en particulier dans deux grands domaines, deux grands secteurs. Un secteur dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que ce n'est pas notre sujet, bien qu'il soit tout à fait passionnant et qui présente d'ailleurs un certain nombre de similitudes avec le vôtre, c'est le secteur de la santé. Et le deuxième secteur dans lequel on a beaucoup de mutations, de transformations pour du progrès, c'est le secteur de la mobilité et le secteur du transport. Et vous voyez, si ce sont ces deux secteurs dans lesquels on a le plus de progrès, ce n'est pas un hasard. C'est parce que, de tout temps, la question du déplacement et la question du temps ont été les deux principaux soucis matériels de l'humanité. En fait, il n'y a que deux problèmes matériels dans nos vies, ultimement. Premier problème, le fait que le temps qui nous est donné est limité. Nous allons mourir, malheureusement. Et le deuxième problème, nous ne pouvons pas nous téléporter. Je dois me rendre dans l'Oise ce midi, c'est extrêmement compliqué. Malheureusement, je suis obligé d'emprunter divers moyens de transport, beaucoup de complications, etc. Et donc là, je fais face à une vraie contrainte en termes de mobilité. Et quand vous regardez l'histoire de l'innovation, vous voyez quelque chose qui est tout à fait fascinant, en particulier pour vous, professionnels du transport routier, c'est le fait que dans toutes les grandes vagues d'innovation, les deux domaines qui changent le plus, je le disais il y a quelques instants, c'est le domaine de la santé et le domaine de la mobilité, le domaine du transport. L'Antiquité, c'est à la fois le développement des grandes techniques maritimes, c'est le début de la mondialisation, pourrait-on dire, et d'autre part, le siècle de Périclès, c'est le siècle d'Hippocrate, le début de la médecine rationaliste, l'espace et le temps. La Renaissance, c'est d'un côté les grands progrès de la chirurgie, Ambroise Paré, et de l'autre, les grandes découvertes et le tour du monde de Magellan, le temps et l'espace. Et le 19e siècle, c'est encore plus frappant. Le 19e siècle, c'est le siècle de Pasteur, c'est le siècle des médicaments, des antibiotiques, le début des vaccins, le temps. Mais c'est aussi, bien évidemment, le développement des grands moyens de transport modernes. D'abord le bateau à vapeur, ensuite le train à vapeur, ensuite l'automobile, alors à la toute fin du 19e siècle, l'automobile à moteur, les camions tels que les vôtres, et puis si vraiment je prolonge dans la toute première partie du XXe siècle, l'aviation militaire d'abord, puis le temps et l'espace. Et nous vivons quelque chose de similaire dans cette troisième révolution industrielle,
J'emploie à dessein le terme troisième révolution industrielle parce que c'est celui qui est consacré, je ne vais pas disserter longtemps sur le fait que c'est peut-être plus la troisième que la quatrième, etc. Peu importe, retenez simplement cette idée. La première révolution industrielle, c'était celle qui a commencé à partir du dernier quart du XVIIIe siècle, la machine à vapeur, l'usine, le salariat. Deuxième révolution industrielle, qu'on appelle aussi en France la Belle Époque, c'est la révolution industrielle qui a commencé, la mutation qui a commencé à partir de la fin du XIXe siècle avec justement l'automobile à moteur, l'électricité, la hi-fi, etc. Et cette troisième révolution industrielle, celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est la mutation de trois types de technologies. Ce sont toujours des histoires de mutation, les révolutions industrielles, et des histoires de convergence technologique. Ce sont toujours des technologies qui convergent. C'est jamais une technologie, c'est plusieurs technologies qui se combinent pour déclencher un grand mouvement de destruction créatrice, comme disent les économistes. Convergence de trois technologies aujourd'hui, technologie du numérique, et d'une, technologie de la robotique, et de deux, technologie de l'intelligence artificielle, et de trois. Et donc, c'est bien la convergence de ces trois technologies qui déclenche une vague de destruction créatrice, celle de la troisième révolution industrielle, d'une ampleur, d'une vitesse et d'une force qui est tout à fait inédite. Et la force, le rythme de cette destruction créatrice, c'est la première grande différence entre cette vague d'innovation, celle de la troisième révolution industrielle, et les précédentes. Au fond, le XXIe siècle sera différent du XXe siècle du point de vue technologique et économique à trois égards. Et ça, c'est très important de bien comprendre ça parce que c'est votre vie quotidienne. Déjà aujourd'hui, mais encore plus ces prochaines années. Je vous donne ces trois différences et ensuite, de façon synthétique, je les explique. Première différence, mais je viens d'en parler, on a un rythme d'innovation qui est beaucoup plus rapide. Vous le voyez déjà dans vos entreprises. En réalité, ça va accélérer. Deuxième différence, on a aujourd'hui des investissements qui sont beaucoup plus capitalistiques que c'était le cas au XXe siècle. Les capacités d'investissement qui vont être exigées des entreprises ces prochaines années sont beaucoup plus importantes que les capacités d'investissement qui étaient requises au XXe siècle. Et ça, je vais en dire un mot et même un tout petit plus qu'un mot si tu m'y autorises, parce que c'est essentiel en matière de stratégie d'entreprise et notamment pour vous. L'économie de la connaissance est beaucoup plus coûteuse que l'économie du pétrole. Et donc ne croyons pas naïvement qu'en sortant progressivement de l'économie du pétrole, on entre dans une économie où tout est gratuit. C'est très exactement l'inverse. Nous rentrons dans une économie qui est très capitalistique et donc on a besoin d'argent, les boîtes ont besoin de réaliser des profits, elles ont besoin d'avoir accès à des financements pour financer, pour rentrer dans cette troisième révolution industrielle. Troisième différence, et ça aussi c'est très important pour vous, comme pour la plupart des secteurs, on entre dans des économies qui sont des économies très oligopolistiques, c'est-à-dire que, tu as écrit là-dessus d'ailleurs Pascal, sur Google notamment, ce sont des économies dans lesquelles on a beaucoup d'effets boule de neige. On est dans une économie procyclique, le succès va toujours au succès, et donc on a des entreprises qui grandissent très vite et qui deviennent énormes. Trois caractéristiques, je les détaille très rapidement. Première caractéristique, la vitesse de la destruction créatrice. Vous êtes bien placé pour le savoir dans le transport routier de marchandises, mais c'est clair et net, c'est la première grande vague d'innovation qui est mondiale. La troisième révolution est mondiale, ce qui n'était pas le cas de la deuxième révolution industrielle, et a fortiori, ça n'était pas le cas de la première révolution industrielle. Vous avez 150 pays aujourd'hui qui se font concurrence pour être les meilleurs dans le numérique, dans la robotique, dans l'intelligence artificielle. Le Rwanda est devenu l'un des principaux hubs en matière de numérique au monde. C'était pas évident, moi je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique subsaharienne, mais enfin on m'aurait dit ça il y a 20 ans, c'était quelque chose qui ne m'aurait pas forcément semblé évident. Et pourtant c'est le cas. Et donc vous avez une double concurrence, concurrence des pays pour être producteurs de ces technologies, concurrence de ces pays pour être utilisateurs de ces technologies. Et donc vous comprenez bien que le rythme de diffusion des innovations, il est beaucoup plus rapide qu'il ne l'a jamais été. Et ce que je suis en train de dire n'est absolument pas théorique. Retenez peut-être juste ce chiffre. Avant la troisième révolution industrielle, il fallait 60 ans pour qu'une innovation atteigne 60 millions d'utilisateurs, à peu près. 60 ans pour 60 millions d'utilisateurs. D'accord ? Prenez une entreprise comme Netflix, qui existe sous sa forme moderne, récente, parce qu'en fait c'est une entreprise qui existe depuis longtemps, mais enfin elle existe en tant qu'entreprise de streaming depuis une dizaine d'années, elle a 150 millions d'utilisateurs. Payants. 150 millions de personnes qui payent pour regarder les séries Netflix dans le monde en une dizaine d'années.
Cette entreprise qui est en train de changer radicalement le paysage de la culture dans le monde. J'ai, comme vous savez, parce que j'en ai parlé 10 000 fois, passé mes vacances à Los Angeles. Et alors, sur Hollywood Boulevard, il y a un immense siège Netflix, parce que c'est des gens drôles en plus. Et donc, ils ont mis un énorme siège qu'on voit de tout Los Angeles sur Hollywood Boulevard. Parce que ce qu'ils veulent, c'est tuer Hollywood. D'accord? Et donc, vous voyez l'accélération. Et je ne parle pas des applications, Facebook, Instagram. Instagram, 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde. 1,7 milliard, d'accord? Donc, première chose, la vitesse, l'accélération. Ce qui demande énormément de flexibilité, j'y reviendrai en conclusion, mais dans nos entreprises, parce que vous avez une telle accélération que... Il faut d'ailleurs assumer parfois le fait qu'on change de stratégie. Je sais que c'est un problème managérial que vous pouvez avoir par rapport à vos équipes. C'est quelque chose qui me remonte souvent. On nous dit ouais, c'est très difficile au fond de souder des équipes quand on a une telle vitesse d'innovation, quand on a autant de changements. Oui, ça c'est vrai. Mais justement, il faut donner du sens. C'est la question du sens. Et il faut assumer le fait qu'on fixe un cap à 10 ans. Et en revanche, pour atteindre ce cap, eh bien, on a le droit de changer de moyens. On a le droit de changer de route, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut assumer parce que c'est nos vies quotidiennes ces prochaines années. Deuxième différence, on est dans une économie qui est beaucoup plus capitalistique. Alors ça, c'est très important parce que c'est très mal connu et très mal compris. L'intelligence artificielle, alors intelligence artificielle, déjà, c'est un faux ami, hein, c'est pas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en tout cas sous sa forme faible, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce sont en réalité des algorithmes qui analysent un environnement, qui analysent des données, et qui, en fonction de ces analyses de données, prennent des décisions. Le camion autonome fonctionne très exactement de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est un camion autonome? Un camion autonome, c'est un logiciel, une intelligence artificielle, qui accumule énormément de données grâce à ses capteurs. Il analyse ces données, et en fonction de cette analyse, il prend des décisions, avancer, reculer, freiner, accélérer, tourner à droite, tourner à gauche, s'arrêter, redémarrer, etc. Donc, on est bien face à une intelligence artificielle. Comprenons bien ça, parce qu'en Europe, on est en train de commettre un énorme contresens. Qu'est-ce qui fait l'efficacité de cette intelligence artificielle? Qu'est-ce qui fait l'efficacité du camion autonome? Certes, la complexité de l'algorithme, mais surtout, la quantité de données qu'on est capable de lui fournir. C'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le big data. Il faut des données. Il nous faut des données. Et les pays qui sont les plus puissants dans ces domaines-là, ce sont ceux dans lesquels on a le plus de facilité pour attirer, accumuler, traiter des données. Un exemple, faire le RGPD dans ce contexte-là, c'est une idée baroque. Vous comprenez? Parce que quand le nerf de la guerre, c'est les données, commencer par dire on va réglementer les données et on va compliquer la tâche des entreprises, c'est bizarre. Parce que ça consiste à réguler un flux qu'on n'a même pas encore été capable de créer. Et nos amis chinois et américains ont des régulations, ont des réglementations et s'intéressent à ce type de sujet. Mais considèrent qu'il faut d'abord créer, être puissant dans le domaine du big data, de l'intelligence artificielle, et après, dans un second temps, on régulera. Et ça, cette pédagogie, il faut vraiment qu'on la fasse. Tu parlais du e-commerce, Pascal, la plus grande entreprise de e-commerce au monde, comme vous savez, c'est Alibaba. Quand Walmart, plus grande entreprise de distribution au monde, a voulu se mettre au niveau technologique d'Alibaba, ça lui en a coûté 30 milliards de dollars. Donc vous voyez que vraiment, on a besoin de capital et on a besoin d'avoir des entreprises qui vivent bien. On a besoin aussi d'avoir une fiscalité sur le capital qui soit normale, ce qu'on a commencé à faire en France, ce qui est très bien, parce qu'on a besoin de ces investissements. Troisième différence, on est dans une économie qui est une économie oligopolistique. Ce que les économistes appellent des rendements d'échelle croissants. C'est l'inverse du XXe siècle. XXe siècle, rendement d'échelle décroissant. Plus une entreprise était grande, plus elle se fatiguait, plus sa croissance ralentissait jusqu'à stagner. Entreprise du XXIe siècle, plus elle est grosse, plus elle est efficace. Soit parce que c'est une entreprise qui fonctionne comme un réseau. Si vous êtes Snapchat, par exemple, bah Snapchat, elle grossit parce que nos enfants sont sur Snapchat et donc nous, on est obligés d'y aller. D'accord? Et donc, vous avez ce qu'on appelle un effet de réseau, c'est-à-dire que plus il y a de jeunes sur Snapchat, plus il y a de vieux. Ah oui, parce que le jour où tous vos enfants y sont, on n'est pas loin de là, bah nous, on est obligés d'y aller pour communiquer avec eux.
Donc ça, c'est l'effet de réseau. Vous voyez, le succès va au succès. C'est ce qu'on appelle en technologie la loi de Metcalfe, peu importe. Mais la deuxième raison, c'est que l'intelligence artificielle, cette économie, cette troisième révolution industrielle, et en particulier la partie intelligence artificielle, elle génère aussi des rendements croissants. Je vais vous prendre un exemple très concret pour bien me faire comprendre. Je l'ai évoqué il y a quelques instants. Netflix. Netflix, plus il a d'utilisateurs, plus il a de gens qui regardent les séries, mieux il nous connaît. C'est ça le big data. Et mieux il connaît notre inconscient. Hollywood pensait que les films que l'on voulait, parce que Hollywood, ils faisaient des études marketing, et ils pensaient que les hommes voulaient des films avec de jolies filles, que les filles voulaient des films avec des beaux garçons, et je pense que tout ça reste grosso modo assez vrai, mais Netflix s'est rendu compte d'un autre truc, que ne révélaient pas les études marketing. Les gens, dans le domaine de la fiction, il y a deux trucs qu'ils adorent, la politique et le terrorisme. Islamisme, parce que islamisme, pour que ça corresponde à notre réalité contemporaine. Et quand on mixe les deux, ça les passionne encore plus. C'est la saison 5 d'House of Cards, typiquement. Et donc, vous voyez que plus on accumule de données, mieux on connaît les consommateurs, mieux on connaît les gens. Et ce qui est vrai dans le B2C est vrai aussi dans le B2B, ou va devenir vrai de proche en proche dans le B2B. Et donc, cette économie de la troisième révolution industrielle, la vôtre, elle est basée sur les données et sur la capacité à magnifier l'expérience client. Et magnifier l'expérience client, ce sera mon dernier point avant de conclure. Non, ça va, je suis dans le timing, largement. Magnifier l'expérience client, ça, c'est le rôle de nous, les individus du capital humain. Parce qu'on sert encore à quelque chose. Je ne crois absolument pas que la technologie va détruire le travail humain. Absolument pas. Je pense que la technologie et le travail sont parfaitement complémentaires. Et justement, la technologie, en particulier l'intelligence artificielle, mais plus généralement cette convergence, intelligence artificielle, numérique, robotique, elle va nous permettre de nous concentrer, nous humains, sur ce qui est véritablement important et sur ce qui permet de magnifier l'expérience client, de faire en sorte que quand nos clients ont des problèmes qui sont des problèmes ou des questions qui sont complexes, qui sont inattendues, nous serons en capacité de leur répondre. C'est à ça que sert la complémentarité entre la technologie et le travail humain. Et c'est une formidable nouvelle. Et là encore, Pascal, tu évoquais ou tu sous-entendais le fait que les opinions publiques ont une vision négative, pessimiste de ces évolutions. Et c'est vrai que quand on parle numérique et a fortiori robotique ou intelligence artificielle, les gens se disent « Oh là là, mais c'est terrible parce qu'il y a des emplois qui vont disparaître, je ne vais pas bien savoir me reconvertir, et puis on va dans un monde qui est complètement déshumanisé, etc. » Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, ce n'est pas ça. La technologie, elle ne fait pas disparaître le travail, elle ne fait pas disparaître les humains. Elle modifie tout simplement le travail. Elle fait changer l'affectation du travail. Mais ça, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Vous savez, on a toujours cette crainte que la technologie fasse disparaître le travail. C'est quelque chose qui existe depuis 2000 ans. C'est quelque chose qui existe depuis que le travail, dans nos sociétés, a une connotation qui est une connotation positive. Depuis que le travail est valorisé, c'est-à-dire à peu près depuis le début de notre ère, on a peur de perdre le travail. Et je pourrais vous citer plein d'exemples de dirigeants politiques, même les premiers empereurs romains, qui ont voulu freiner l'innovation parce qu'ils craignaient que la technologie détruise le travail. Ils craignaient que dans ce grand phénomène de destruction créatrice dont j'ai parlé, la destruction l'emporte sur la création. Vespasien voulait reconstruire Rome, vous savez, qui avait été détruite, brûlée par Néron, et il interdisait qu'on utilise des grues. Parce qu'il avait peur que le travail que les grues allaient voler aux ouvriers ne permettent pas de recréer d'autres activités ailleurs. Et donc, ils ont essayé de reconstruire Rome en portant les colonnes sur les épaules. Ce qui, en termes de pénibilité du travail, était évidemment une très mauvaise opération. Mais des exemples comme ça, première reine Élisabeth, au XVIe siècle, qui interdit d'octroyer à l'inventeur de la machine à tisser des bains un brevet parce que, je cite, « Je ne veux pas que mes sujets se transforment en horde de clochards ». Donc cette idée que l'on retrouve aujourd'hui, c'est très exactement le débat que nous avons sur les voitures autonomes et sur les camions autonomes. Mais les camions autonomes, mais c'est une nouvelle extraordinaire pour tout le monde. C'est une nouvelle extraordinaire pour les chauffeurs routiers parce que ça va leur permettre de conduire un peu moins et de faire un peu plus d'autres choses. Et donc ça va leur permettre
d'avoir un nouveau projet. Et donc c'est quelque chose qui est bien. Ça va permettre de diminuer la pénibilité de leur métier. C'est une formidable nouvelle pour vous, parce que ça va vous permettre d'affecter le capital humain à d'autres choses, à de la logistique, à du marketing, à de l'expérience client. Et donc, c'est une renaissance pour l'entreprise. Et c'est une formidable nouvelle à titre collectif, parce qu'on peut imaginer, c'est le but, que des flottes de camions autonomes sont des flottes plus optimisées, qui circulent de façon extrêmement fluide, sans accident. Et donc, in fine, tout le monde va gagner aux camions autonomes. Mais attention, deux choses. Première chose, je l'ai dit, je n'y reviens pas, ça coûte cher. Et donc, il faut de l'investissement. Et il faut de l'investissement privé et de l'investissement public. Il faut les deux. L'investissement privé, c'est vous, ça va vous coûter de l'argent. L'investissement public, parce que tout ça se fera aussi avec des infrastructures qui sont des infrastructures un peu nouvelles. Et quand je vois la gestion de notre dépense publique, je suis quand même catastrophé. Et ça n'a pas changé depuis le début du quinquennat. Il y a des choses très positives qui ont changé depuis le début du quinquennat, très positives. Mais cette question de la gestion de la dépense publique n'a pas du tout connu le début d'un commencement de solution. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que nous allons le payer vraiment très très cher. Ça coûte cher. Mais ça exige aussi, cette mutation technologique, un changement dans l'organisation de nos entreprises. Et au fond, si je voulais caricaturer un peu, mais pas seulement, pas que, aujourd'hui, on a quand même des entreprises qui sont parfaitement organisées pour le XXe siècle, avec beaucoup de process, beaucoup de bureaucratie, beaucoup de complexité, beaucoup de rigidité. Alors vous allez me dire, parce que c'est vous que j'accuse, alors vous allez me dire, c'est pas de notre faute. C'est de la faute de l'environnement, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de lois, de réglementations, que la fiscalité, on n'y comprend rien, que c'est de plus en plus complexe, etc. Et vous avez raison, bien évidemment. Simplement, juste un chiffre que je porte à votre connaissance, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont des calculs qui ont été faits par un très gros cabinet de conseil qui s'appelle le Boston Consulting Group, qui a montré que depuis 1955, alors pas dans votre secteur, hein, là je parle en général, depuis 1955, accrochez-vous, c'est très intéressant, le niveau de complexité de l'environnement juridique, normatif, réglementaire, fiscal a été multiplié par 6 depuis 1955. Oui, c'est énorme. Le niveau de complexité à l'intérieur des entreprises, mesuré par le nombre de réunions, le nombre de managers, le nombre de reporting, a été multiplié par 35 sur la même période. Il y a un magnifique effet multiplicateur des entreprises pour compliquer ce qui est déjà trop complexe. Et ça ne va pas. Parce que dans le contexte technologique que j'ai décrit, tout ce qui est automatisable et tout ce qui n'est pas très intéressant, les process, les reporting, etc., ce sera dévolu à la machine. Et le capital humain, il sera dévolu à faire des choses intelligentes. Alors Nicolas, il faut qu'on... Je vais conclure. Mais je retiens cette idée simple. Nous devons tous, dans la salle et au-delà, réfléchir à notre place dans ce nouveau monde. En quoi ne sommes-nous pas substituables? Il y a des endroits où on est substituable, où la machine fait les choses de façon plus rapide, plus efficace, puis d'ailleurs le travail était sans intérêt. Donc c'est très bien de le laisser à la machine. Mais donc identifier les espaces de travail où l'homme, la présence humaine n'est pas substituable. C'est ça la principale question. Trois choses. Premièrement, tout ce qui est innovation, créativité par rapport à la machine, parce qu'une intelligence artificielle, elle peut être créative. Il faut toujours des gens pour éduquer la technologie, pour créer les technologies et éduquer les technologies. Première chose. Deuxième chose qu'on est en train de faire là, l'empathie, les relations sociales, l'échange, et ça, dans vos secteurs, c'est très important, parce que même si on est dans le B2B, il y a toujours un client au bout du compte qui a besoin d'une interaction. Pas tout le temps. Et troisième chose... Toutes les expériences d'ailleurs, tous les échos que je reçois du secteur me disent que l'incarnation reste un élément essentiel. Évidemment, bien sûr. Quand on a un petit problème, on n'exprime pas ce problème à une machine, on l'exprime à quelqu'un. C'est quelqu'un qui descend de la cabine, on peut lui parler, on peut échanger. Donc ça c'est pas substituable non plus. Et dernière chose, le plus important et le moins connu, la machine, est-ce qu'il y a de mieux pour résoudre des problèmes précis? Mais nous, les humains, nous sommes des généralistes. Nous avons une vision globale de notre environnement.
Je vois tout et je peux tout analyser. Très imparfaitement, contrairement à une machine. Mais ici, je vois quasiment tout le monde. Je vois les problèmes de lumière, j'entends les problèmes de son. S'il y a un truc bizarre à l'extérieur, je l'entends, etc. Ce qu'une machine ne saura jamais faire. Et ça, dans vos entreprises, c'est très important. Ça veut dire que les humains, leur rôle au XXIe siècle, ce sera d'avoir des visions globales de l'environnement et d'être capable de répondre à des problèmes inattendus. Est-ce que je peux prendre 15 secondes 15 secondes, 20 secondes, promis. Ça, c'est inattendu, mais c'est offert. Pour vous raconter que je suis allé acheter du carrelage le week-end dernier. Bon. C'est une expérience intéressante. Ça fait un peu Marie-Antoinette qui va au potager, j'en suis désolé. Mais je vais vous raconter le vrai problème, vous allez comprendre le fond du problème. J'ai besoin de carrelage pour ma salle de bain, je vais dans une grande surface de bricolage pas très loin de chez moi, et j'arrive et il n'y avait pas de caddie. Alors je vais voir le vigile, je dis, il n'y a pas de caddie pour le carrelage, je peux pas, j'ai besoin d'un caddie. Il me dit, il n'y a pas de caddie, non, il n'y a pas de caddie, on les a retirés parce qu'on nous en a volé. Alors, très bien, je trouvais ça très injuste parce que je n'en avais absolument pas volé, et puis je trouvais ça très inefficace parce que j'avais vraiment besoin de carrelage et j'avais besoin d'un caddie. Donc il me dit, rentrez, mais on a toujours les caddies, donc allez demander à quelqu'un à l'intérieur. Donc je rentre, je vais voir à l'accueil, ils me disent, ben non, mais moi je ne peux pas m'en occuper, je suis à l'accueil, on a bien des caddies, mais je m'occupe de l'accueil. Bon, je vais voir, il y avait une caisse qui était libre, la caissière me dit, mais vous voyez bien que je suis la caissière, je ne peux pas m'occuper des caddies. Je vais au service après-vente, alors j'avais compris le principe, hein. Bon, donc je vais au service après-vente, j'ai eu raison d'y aller. Parce que la personne, alors elle me dit, hein, je suis du service après-vente, vous avez compris le truc, mais elle me dit ça, qui m'a plongé vraiment dans une réflexion extrêmement profonde. Elle me dit, le problème, c'est que nous n'avons pas de responsable des caddies. Et voilà le problème. C'est que dans cette entreprise, il n'y avait pas une personne qui avait la capacité à résoudre un problème inattendu, qui ne rentrait pas dans son silo. Et c'est ça le problème. Parce que la techno, elle peut faire le vigile, elle peut faire la caisse, elle peut même faire le service après-vente. En revanche, elle ne peut pas répondre à mon problème. Et les gens qui étaient là fonctionnaient comme des technologies. Ça pouvait passer au XXe siècle, au XXIe siècle, c'est mort. Oui, il faut désiloter. Bien sûr. C'est un économiste qui disait le monde est plat avec le digital, mais il est plat à tous égards, y compris dans le commandement des entreprises. Elles se sont déverticalisées, elles sont aujourd'hui plus ouvertes, plus coopératives. Donc il faudra suggérer effectivement la nomination d'un responsable des caddies. Peut-être même un jour des états généraux des caddies, parce qu'on aime beaucoup ça en France. Hein. Bien, merci beaucoup Nicolas, tu restes avec nous.